Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors nous voici arrivés au terme d'une année riche en rebondissements, fin de l'année 2021 et puis aussi au terme du début d'une année scolaire, comme on dit, puisque la rentrée en France c'est tellement important. Et je crois que tout le monde est assez fatigué. Par ailleurs, nous avons eu un certain nombre de réclamations nous demandant pourquoi nous avions cessé de faire nos célèbres dialogues de la dernière saison, où avant d'avoir un invité, eh bien, nous discutions toutes les deux. Alors nous avons décidé de faire un spécial Noël où nous allons dialoguer sur un sujet eh bien, qui intéresse beaucoup de Français, je pense beaucoup d'auditeurs de ce podcast, c'est le wokisme. En nous posant la question suivante, y a-t-il un wokisme français ? Alors, pour commencer, il faut donner une définition à ce terme qui a vraiment fait son entrée dans les médias depuis quelques mois. Wokisme, ça vient de l'anglais woke, qui veut dire éveillé. Et alors, il faut comprendre, être éveillé aux injustices et aux discriminations. Alors, c'est un terme qui, pour ma part, est assez inadéquat. Je pense qu'il a plusieurs défauts. Le premier, c'est une forme de paresse parce que, eh bien, il n'est pas traduit. On ne fait pas l'effort de le traduire en français, alors qu'on pourrait le faire. Donc, j'ai lu sous la plume notamment de Pascal Bruckner une proposition de traduction qui est l'éveillisme. C'est pas mal. Et donc cette paresse dénote peut-être aussi autre chose, c'est que peut-être que le phénomène chez nous n'est pas aussi fort qu'il peut l'être outre-Manche ou bien outre-Atlantique. Donc ça dirait aussi quelque chose de sa réalité, le fait qu'on ne le traduise pas en français. Mais je ferme cette petite parenthèse. Moi, j'y préfère le terme de politique identitaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que les anglophones le désignent. Les anglophones ne parlent pas de wokisme, ils parlent plutôt de identity politics. Alors, que signifie le wokisme, ou plutôt, comme je l'entends, la politique identitaire ? Alors, c'est un progressisme qui repose sur une vision du monde selon laquelle les personnes sont hiérarchisées en fonction d'une appartenance à différents groupes identitaires. Et ces différents groupes identitaires sont définis en fonction du niveau de discrimination qu'ils subissent. Et sans surprise, on connaît tous ces débats aujourd'hui, ces groupes sont plutôt définis selon des caractéristiques que je désignerais comme existentielles, c'est-à-dire qu'elles sont soit culturelles ou naturelles et qu'elles concernent le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique. Alors la race, on ne prononce pas le mot en français, on ne l'aime pas trop, mais les anglo-saxons disent race. Et évidemment, tout en haut, tout en bas de la hiérarchie des discriminations, eh bien, on trouve le mâle blanc hétérosexuel qui est un petit peu l'oppresseur, la quintessence de l'oppresseur, et c'est contre lui finalement eh bien, qu'on peut revendiquer tout un tas de préférences, c'est contre son privilège qu'on peut s'élever. Alors c'est un phénomène qui est d'abord, il faut le dire, qui est anglophone, donc il est britannique, il est américain, il est australien, il est canadien. Et alors c'est un petit peu difficile de tracer sa naissance exacte. Et je pense que ça, j'aimerais bien qu'on en discute aussi toutes les deux, Peggy, parce que il me semble que c'est un phénomène qui a plusieurs années, voire décennies, qui n'est pas tout à fait la même chose que le politiquement correct des années 70-80, mais qui en est un petit peu la continuité. Et nous nous y intéressons beaucoup toutes les deux, il me semble, et puis on s'est rencontrés vraiment sur ces sujets. Et juste pour terminer cette introduction assez longue, moi, mon intérêt il remonte à 2014, quand je venais d'aménager à Londres. Je m'étais abonnée au journal qui s'appelle The Spectator, qui est un hebdomadaire conservateur britannique assez drôle, avec beaucoup de caricatures, enfin voilà, qui est assez différent de
de la presse conservatrice française, il faut le dire. Et il y avait un article, donc qui faisait la une, et qui s'appelait « Les étudiants de Stepford », et qui parlait justement des premières manifestations très concrètes dans les universités britanniques de ces mouvements, et des conséquences qui étaient que, au nom de cette idéologie, on ne pouvait plus dire certaines choses parce qu'elles portaient atteinte à ces minorités. Donc la conséquence directe, c'était la limitation de la liberté d'expression, ce qu'on appelle aujourd'hui, pareil en anglais bien sûr, la cancel culture, la culture de l'effacement ou de la suppression. Donc c'était en 2014, je me rappelle, c'était en novembre, et j'étais dans mon bain quand j'ai lu cet article, et j'étais totalement abasourdie. Et à partir de là, j'ai essayé d'en parler en France de plus en plus, j'ai fait des éditos, et de plus en plus, je me suis rendu compte que le sujet montait. D'ailleurs, avant de poursuivre, je voulais te demander, Peggy, quand est-ce que toi, tu t'es intéressée à la question, et tu daterais de quand son apparition ? Ah bah c'est une bonne question, mais c'est marrant le terme d'étudiant Stepford. En fait, juste pour comment dire, pour préciser la référence à nos auditeurs qui l'ont peut-être pas, c'est sur un film qui s'appelle les Stepford Wives, enfin les femmes de Stepford, et en fait les femmes de Stepford, je vais y arriver. Et en fait, pour ne pas spoiler le film qui date comme des années 70, c'est qu'en fait très vite on se rend compte que les femmes ce sont des robots, et donc c'est pour ça que les étudiants Stepford, c'est vrai que souvent dans le wokisme, il y a cette impression, voilà, qu'on a affaire à des robots, à des gens qui récitent les mêmes mantras ad nauseam, et c'est tout à fait c'est tout à fait bien vu. Pour répondre à ta question, c'est une bonne question. Je peux comment dire. Dans mon travail, j'ai l'impression que le gros avant et après, ça a été l'affaire James Damore. Donc il date de 2017 à Google. Donc James Damore, c'était un ingénieur informatique qui avait fait un mémo après une formation. En fait, il avait eu une formation obligatoire où on disait que s'il y avait moins de femmes dans les postes très très techniques à Google, c'était à cause des discriminations et du patriarcat et tout ça. Et lui, il avait fait une note, d'ailleurs sur incitation de ses supérieurs, parce qu'à l'époque, Google, c'était en surface, c'était oui, tout le monde a le droit de ton avis, c'est super. Donc il avait fait une note pour dire que non, c'était inclusif. Voilà, tout à fait. Que c'était pas seulement une question de discrimination, c'était aussi une question de choix personnel, et aussi de différences comportementales et cognitives moyennes entre hommes et femmes. Bref, donc il s'est fait virer. Et surtout, moi, ce qui a été, pour le coup, mon éveillisme personnel à ces questions, c'est que j'ai vu, en fait, en direct, toute une partie de la presse, une énorme partie de la presse, mentir, en fait, sur ce rapport. À ce moment-là. Ouais, complètement. Et en fait, c'était vraiment, comment dire, une construction de fake news en direct. En plus, c'était juste après l'élection de Donald Trump, donc tout le monde, il y avait ce que par exemple Bret Easton Ellis définit comme le syndrome d'aliénation mentale causé par Donald Trump. Voilà, toute une partie des États-Unis sont devenus fous après l'élection de Donald Trump. Bref. Donc quand tu veux dire mentir en direct, c'est qu'ils ont falsifié les propos de Damore. Oui, complètement. Ils l'ont fait passer pour un sexiste, pour un horrible Jojo, pour dire qu'il justifiait la discrimination des femmes, qu'il disait que les femmes étaient moins bonnes en informatique pour des raisons biologiques, etc. Alors que c'est pas tout ce qu'il y avait dans le rapport. Un des premiers médias à lancer le truc, c'était Gizmodo, donc, qui est un site spécialisé sur Internet et la technique, etc. Et en fait, qui a publié le rapport, mais qui a chanté tous les liens, donc en fait tous les liens, toutes les références. Donc voilà, qui a publié de manière tronquée le rapport, et qui a ensuite déroulé un narratif là-dessus qui était complètement faux. Donc voilà, pour revenir à ta question, moi je dirais qu'un gros... je sais pas si c'est le début, mais en tout cas, ça a été professionnellement la première fois où je me suis dit, il faut en parler, et il se passe des choses graves, quoi. Mais oui, d'ailleurs, tu en as parlé parce que tu es la seule à avoir fait un article complet sur la question. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire et la petite fierté personnelle, en fait, c'est mon article dans Slate.fr qui a ensuite incité notamment, je me rappelle plus le nom de cette journaliste à The Atlantic, de faire un article dessus en disant
déconnez pas, enfin comment dire, il y a un truc qui se passe et c'est pas normal, quoi. Oui, d'accord. Et c'est vrai que là, on avait un cas extrême et très emblématique de cancellation, donc de Totalement, ouais. suppression d'une personne qui a dit des choses qui déplaisaient. Et alors, moi, je me suis pas mal intéressée aussi à la question. J'ai lu beaucoup dessus et je me suis rendu compte que le National Labour Office, je me rappelle plus exactement comment on appelle le board, c'est ça, National Labour Board ou quelque chose comme ça, qui est l'organisme américain qui s'occupe des relations de travail, donc qui a quand même un rôle certes de conseil, mais quand même important, a émis un avis sur le mémo de Damore où il disait expressément que ce mémo était discriminatoire et offensant. Et donc, moi, je trouve très inquiétant aussi quand, au niveau institutionnel, on en vient à juger des propos qui étaient en fait des hypothèses et pour certaines, même des théories scientifiquement établies. Mais bon. Mais ça, pour le coup, ça peut permettre de rebondir sur justement un problème de définition du wokisme, en fait, parce que la question, voilà, y a-t-il un wokisme français dépend, comme souvent, de la manière dont on cadre bien sûr. voilà, le phénomène. Donc effectivement, d'un côté, le fait que le wokisme, voilà, soit un peu le bâtard de tous les styles postmodernes et commence à être relativement connu. Voilà, c'est la thèse d'Hélène Pluckrose et James Lindsay dans le Triomphe des impostures intellectuelles que j'ai co-traduit et qui dresse la genèse intellectuelle du wokisme chez les philosophes français de la déconstruction, donc Foucault, Derrida, Baudrillard, Lyotard, etc. Tous ceux qui d'ailleurs étaient étrayés dans les impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont dans les années 90. Mais en fait, pour rebondir sur ce que tu disais sur la bureaucratie, voilà, des institutions, justement, qu'il y a une autre façon de prendre le problème, c'est en estimant en fait que l'idéologie, l'assise intellectuelle, enfin les textes, voilà, tout ce que tu veux, finalement, c'est rien d'autre qu'une caution, un prétexte, c'est qu'en fait le wokisme procède bien davantage, je dirais, de mentalité et surtout de mode d'organisation et d'un rapport de certaines personnes, de certains groupes au pluralisme intellectuel, à la liberté d'expression. Et c'est pour ça que, certes, c'est pas du tout une traduction officielle, mais le wokisme, moi, je le verrais bien comme une sorte de bureaucratisme autoritaire. Et typiquement, c'est ce que pointait Oliver Traldi, donc, qui est doctorant en philosophie à l'université de Notre-Dame dans l'Indiana, dans une critique justement du Pluckrose et Lindsay qu'il avait publié dans Arc Digital au moment de la publication du bouquin en anglais. Et je cite un petit passage, il disait « Et si les postmodernistes contemporains avaient eu besoin d'un moyen pour justifier des conclusions dont ils étaient déjà persuadés, et que la haute théorie s'était tout simplement trouvée à portée de main ? Un outil pour faire un boulot précis et choisi peut-être davantage par commodité et familiarité que pour son adéquation à la tâche. Cela inverserait l'ordre d'explication et laisserait entendre que des facteurs de causalité vraiment cruciaux sont plutôt à trouver dans la composition politique du corps professoral, la boursouflure administrative de l'université, la tendance des étudiants à se comporter en consommateurs du produit de l'enseignement supérieur, etc. » Et là, en fait, peut-être pour initier une nouvelle partie de la discussion, là-dessus, je pense que la France, en fait, est très mal barrée, quoi, pour résister à ça. Non, mais c'est intéressant, mais c'est le problème de tous les débats qui reposent sur, comme tu l'as dit, sur les définitions. Tout à fait. Ouais. C'est qu'en fait, sur la tendance bureaucratique et bureaucratiste même à vouloir embrigader les esprits, moi je te suis tout à fait. Je pense que c'est une tendance, d'ailleurs peut-être même endogène en fait dans les bureaucraties, et aussi chez une certaine catégorie de personnes, souvent bien pensantes, et qu'on retrouve malheureusement chez beaucoup d'intellectuels. D'un autre côté, je n'arrive pas à enlever complètement de la notion de woke, puisqu'on est obligé d'utiliser le terme, son essence américaine ou anglo-américaine. C'est-à-dire que pour avoir vu seulement le Royaume-Uni de près et pour regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis de loin, mais pour m'intéresser beaucoup à ces cultures, je trouve qu'il y a un rapport là-bas, alors bon, c'est vraiment un cliché de le dire, mais aux appartenances communautaires
qui est quasiment, qui est enracinée, qui est incorporée dans la vie quotidienne, au sens où tout est perçu selon ce prisme. Ce qui me frappait beaucoup, par exemple, quand j'étais au Royaume-Uni, c'est que chaque fois que j'allais voir le médecin ou à l'hôpital, eh bien, déjà, on me demandait de remplir une fiche où je devais donner mon origine ethnique parmi 18 options. Et pour un Français, c'est un acte débile et très intrusif. Et en plus, on se retrouve white other, c'est-à-dire que c'est la catégorie blanc-autre. Donc blanc-autre, en fait, ça comprend peut-être 90% des gens qui se retrouvent là, mais bon, peu importe. Il y avait aussi énormément de publicité dans le NHS, donc National Health Service, qui est le service de santé totalement public en Angleterre. Il y avait beaucoup de publicité pour les transgenres, en fait, mais vraiment, c'est-à-dire pour leur inclusion, ce qu'on trouve peut-être qu'en France, l'équivalent, ce serait une publicité tout à fait acceptable sur la tolérance au handicap. Et ça chez le médecin, moi, ça, je trouverais ça absolument normal. En revanche, la question des transgenres, quand on va notamment voir son gynécologue, voir des publicités pour le soutien aux transgenres, je ne sais pas si c'est quelque chose, en tout cas pour un Français, de tout à fait normal. Et donc, en fait, la vie sociale là-bas est très chargée de composantes identitaires. Et donc, même s'il peut y avoir différents types de wokisme, disons, eh bien, le wokisme va prendre une coloration nationale. Et pour cette raison, eh bien, la coloration nationale ou culturelle anglo-américaine, elle sera indissociable des identités. Et moi, mon hypothèse, c'est que la coloration du wokisme français, elle ne peut pas prendre cette forme, en tout cas pas jusqu'à un certain point, c'est possible, mais qu'on a des anticorps sociaux, d'une certaine façon, qui empêchent en France d'accepter qu'on pense selon ces termes. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de ma théorie. En fait, je suis assez d'accord. Je suis à moitié ou trois quarts d'accord. Je dirais qu'en fait, effectivement, ce genre de wokisme, comme tu dis très bien, identitaire et même identitariste, j'espère penser qu'il n'arrivera pas en France. Mais en même temps, voilà, pour reprendre ma façon de voir les choses, je pense en fait que ce contenu, il est même il est presque accessoire en fait, et que le plus, comment dire, le plus lourd, le plus grave dans le phénomène woke, c'est justement son autoritarisme, son totalitarisme, et là dans l'article que Pascal Bruckner vient de publier dans Le Point, sur justement là où il parle d'éveillisme. Moi aussi j'aime bien cette traduction sur les résistants américains au wokisme, dont il en a rencontré certains. Il dit en fait le wokisme se retrouve dans tous les grands mouvements autoritaires, que ce soit l'Inquisition, ce genre le stalinisme, etc. On peut aussi évidemment citer la révolution culturelle. D'ailleurs, ça me fait penser que en fait personnellement, et pour le coup j'en avais pas parlé publiquement, mais ce qui m'a moi éveillé au wokisme, c'est le fait de lire des textes sur la révolution culturelle chinoise, et notamment Simone Leys. Et ça, je dirais que c'était en 2012-2013, un truc dans le genre. Et effectivement, voilà, le fait de lire ces textes, enfin pour moi, ça a été vraiment un chamboulement. Et pour remettre 10 francs sur ma thèse, c'est que la révolution culturelle a marché en Chine aussi, et peut-être surtout parce que c'était un peuple de bureaucrates autoritaires très très anciens, quoi. Mais non, mais je suis très convaincue par le rapprochement avec la révolution culturelle. Mais je reste sceptique quand même sur l'extension du concept. Parce qu'aller jusqu'à dire que la révolution culturelle, c'était une forme de wokisme, à mon avis, ça fait perdre de l'effectivité au concept, parce que, en plus, dans le wokisme, est-ce que tu dirais pas qu'il y a une forme de côté cool et branché, même dans le mot lui-même, il éveille quelque chose de sympathiquement branché, qui n'était quand même pas là dans la révolution culturelle. Et un peu hipster, tu vois. Ouais. Quand tu penses à des woke, t'imagines des hipsters, une certaine façon de s'habiller, de penser, de consommer, qui est très contemporaine, en fait. Non, mais c'est pour ça que je suis sceptique. Mais après, on peut le mettre dans la grande famille des mouvements de manipulation de l'être humain, tu vois, et d'embrigadement, ou évidemment. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça fait perdre, voilà, que en gros, trop, c'est quoi la formule là, qui trop embrasse, mal étreint, je sais pas quoi là. Tout à fait. C'est ça, complètement. Donc en fait, si on dit que tout est woke, rien n'est woke.
pour encore me focaliser, peut-être pas sur le contenu, mais sur la structure des choses, je commence à voir qu'en France, et en particulier dans le monde académique, que en fait, le monde académique est complètement prêt pour le wokisme. Et l'exemple très récent qu'il y a eu l'année dernière, c'est l'affaire de Sciences Po Grenoble. Ah, alors, c'est la malheureuse affaire de Sciences Po Grenoble, il s'agit de deux enseignants, donc, dont l'un qui était contributeur du Point, Vincent Tournier, donc chercheur en sciences politiques, l'autre Klaus Kinzler, qui était enseignante d'allemand à l'IEP de Sciences Po Grenoble, qui, chacun de leur côté, ont remis en question l'emploi du terme islamophobie dans des documents officiels. Il me semble que c'était dans le cadre de l'organisation d'une semaine de l'égalité. Et ils ont dû avoir le malheur d'en parler avec des étudiants. Enfin, la chose a circulé et a été reprise en fait par un syndicat étudiant très vieux, très, très agressif. Et puis un beau matin, on a découvert inscrit sur le mur de l'entrée de l'IEP les deux noms des enseignants qui étaient traités d'islamophobes et de fascistes. Voilà la belle histoire de Sciences Po Grenoble. Et ces deux enseignants n'ont pas vraiment été défendus par leur hiérarchie. Ils ont été un peu livrés à eux-mêmes, ils se sont défendus eux-mêmes dans les médias, et puis il y a un rapport ensuite qui les a dédouanés, mais bon, le mal était fait. Et de toute façon, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils restent aujourd'hui des moutons noirs, hein, ces deux enseignants. C'est ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je te laisse tout à fait, finir. C'était très bien résumé. Oui, et récemment aussi, les élèves qui ont participé à la bronca, en fait, ont été, pour le coup, dédouanés par l'administration. Donc ça aussi, ça concourt à dire que l'université, enfin en tout cas une partie de l'université française est prête à ça. Voilà. En fait, ce que je voulais souligner, c'est que ce genre de choses, ça se fait sous le boisseau et on le sait relativement tard. On le sait en fait quand c'est trop tard, alors que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en gros, il y a un type qui est cancel, on le sait dans la seconde, quoi. Et alors qu'en France, dans le monde académique, il y a quand même une culture du silence, une culture de l'omerta, de censure et surtout d'autocensure qui est, à mon sens, beaucoup plus profondément installée. Et au contraire, tu parlais en fait de système immunitaire. Je pense qu'en fait que contrairement à beaucoup de pays anglo-saxons, en fait, on n'a pas le système immunitaire pour résister à ça. Voilà, pour la petite histoire, moi, personnellement, je suis en train de me faire censurer un cours à Sciences Po Reims. Je pense que j'en parlerai davantage. Il n'y avait pas un autre Sciences Po qui t'avait censuré. J'en parlerai. Il y avait Sciences Po Paris aussi. J'en parlerai plus publiquement en 2022. Donc voilà, c'est un cours sur les différences comportementales hommes-femmes vu d'un point de vue darwinien. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, ce genre de censure se fait très discrètement. Sur d'autres sujets, on peut aussi parler des soucis de séparatisme islamiste, etc. Tu vois qu'en France, les gens qui parlent, c'est par exemple c'est Aubin qui l'ouvre une fois qu'il est à la retraite. Alors que dans les pays anglo-saxons, au Canada, on a Jordan Peterson qui a ouvert, qui a parlé justement sur les questions de transgenre et de pronoms, tout en étant prof à l'époque. Janice Fiamengo qui est aussi prof, elle qui dénonce davantage des questions féministes autoritaires. Gad Saad qui est lui aussi prof. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de personnalité qui critique de l'intérieur. Et que quand il y a des personnalités qui critiquent, c'est soit c'est trop tard pour elles, soit justement, voilà, elles sont à la retraite et elles n'ont plus rien à perdre, quoi. Après, comment dire, pour préciser, je juge pas du tout les gens qui s'autocensurent et qui... Voilà, je comprends tout à fait pourquoi ils font ça, mais je pense que là justement, la France est mal barrée, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu pointes dans les différences structurelles. Donc là, si on suit ta définition structurelle du wokisme, même si je t'ai dit que j'avais des réserves avec cette définition, mais si on la suit, ce qui est intéressant et ce que tu soulignes très justement, c'est que finalement, il y a une différence de capacité à résister de la société civile. Les universités, les intellectuels
anglo-américains, anglophones, ils ont une tradition d'indépendance en fait vis-à-vis de l'État et du pouvoir, même dans les universités publiques. Et donc en effet, comme tu le dis, ils ont l'habitude en fait d'être plutôt seuls, mais d'avoir aussi appris à défendre leur cause. Donc il y a plusieurs, en gros, il y a des contre-pouvoirs partout dans ces pays. Donc ça s'équilibre. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est que pour une Judith Butler, il y a un Jordan Peterson. Et donc, il y a une confrontation de personnalités solides. Et l'establishment n'est pas forcément toujours du même côté. Moi, ça me frappe aussi parce que je me suis toujours beaucoup intéressée au paysage politique dans ces pays. Il y a une tradition conservatrice, par exemple, dans ces pays qui est forte, y compris dans le monde intellectuel. Alors qu'en France, eh bien, la tradition intellectuelle, elle penche à gauche et elle penche vers l'État. Donc c'est là-dessus, je pense que c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas cette tradition de la défense raisonnée, argumentée, courageuse dans les institutions. En revanche, là où moi j'ai un point de vue, j'ai l'impression qu'il doit être complètement contrariant, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de le défendre, c'est que sur la question de l'islamisme et du séparatisme, je trouve au contraire que la France a accompli un grand chemin. Parce que je me rappelle encore il y a 20 ans, quand on essayait de parler de ces questions, on était tout de suite voué aux gémonies. Quelqu'un qui essayait de dire, écoutez, il y a quand même un petit problème dans certains quartiers, alors tout de suite on le traitait de raciste. Il n'avait pas voix de cité, il ne pouvait pas s'exprimer. Aujourd'hui, c'est quasiment devenu la doxa. Et bien moi, sûr, quand je participe à des émissions de télévision, parfois, il y a des journalistes de toute obédience, y compris de gauche, qui le disent. Je me dis quand même, c'est incroyable. C'est que on a accepté de parler de ces choses beaucoup plus librement. Et ça, on ne le doit pas à n'importe quoi. On le doit aussi à des gens très courageux qui sont allés essuyer les plâtres, qui ont les premiers essuyé vraiment toutes les embûches, rencontré toutes les embûches sur ces sujets. Donc, et certes, on brandit la laïcité un peu bêtement dès qu'on peut sur ces sujets, mais ça peut servir aussi. Et sur le séparatisme également, tu disais, je ne me rappelle plus quel exemple tu as pris, mais du fait qu'on ne le savait pas forcément, on ne savait pas forcément ce qui se passait tout de suite. Oui, que Jean-Pierre Aubin, Jean-Pierre Aubin, pareil, corrige-moi si je me trompe, il en a parlé une fois à la retraite. Tout à fait, mais moi il y a un exemple que je trouve totalement choquant et à mon avis qui ne pourrait pas se produire en France, c'est l'exemple de Rotherham. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Rotherham qui est une petite ville. Si je connais, mais vas-y raconte. Rotherham c'est une petite ville assez pauvre du nord de l'Angleterre. Et en fait, on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'il y avait eu pendant 30 ans des réseaux tenus par des Pakistanais en grande majorité musulmans de pédophilie. Donc ils allaient chercher des filles blanches, mineures, et ils les violaient. Et ils les séquestraient. Voilà. Ça a duré 30 ans. Au vu et au su, quand même, il faut le dire, des services sociaux et de l'État qui n'ont jamais osé dénoncer ce qui se passait, même s'il y avait de plus en plus d'indices qui s'accumulaient, par peur d'être considérés comme racistes. Alors bien sûr, ça a explosé dans les années 2010, il y a eu un rapport, enfin voilà, heureusement, la chose a fini par éclater. Mais ça, je n'arrive pas à imaginer que ça puisse se passer en France, parce que j'ai l'impression qu'on a dépassé ce stade complètement infantile, qui consiste à ne pas pouvoir s'interroger sur certaines pratiques, sous prétexte que cette pratique est le fait de musulmans. Je crois que je suis assez d'accord avec toi, tout en mentionnant qu'il y a quand même des histoires de prostitution, au moins adolescentes dans les banlieues, qui sortent relativement peu, et sauf sur les sites, pour le coup, vraiment d'extrême droite, F de souche, etc. Et ça reste encore... Après, voilà, justement, par définition, comme les affaires sont pas encore vraiment sorties, il y a beaucoup de rumeurs et de choses pas attestées là-dedans. Et je ne sais pas si un des facteurs expliquant le fait que ça sorte pas ou ça sorte mal, est-ce que les services sociaux, eux aussi, se disent « Ah bah non, on va pas faire sortir les trucs parce qu'on va nous traiter de gros racistes L'avenir de l'IRA, mais c'est vrai que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Totalement. On est... On est d'accord. Écoute, moi je trouve ça passionnant de confronter ces deux visions. Moi je retiens vraiment cette distinction entre le wokisme comme substance et le wokisme comme structure. Tout à fait. Et
Et je pense qu'on a un petit peu fait avancer Mais on n'a pas fini. la réflexion sur ce sujet qui évidemment n'est pas terminé. Alors je ne sais pas si tu voulais encore ajouter un mot si on passe aux contrariétés. Oui, vas-y. Juste finir rapidement sur en fait comment dire, revenir au départ. Quand est-ce que tout ça m'est venu? J'ai envie de te dire que ça m'est venu, justement sur la question structurelle, ça m'est venu très tôt, ça m'est venu au début de 2000 avec l'affaire de Napoléon Chagnon qui était, qui était un anthropologue et qui a été l'un des premiers, pour le coup, l'un des premiers cancellés dans l'université américaine. Ensuite, Alice Dreger en a fait un de mes livres de chevet qui s'appelle Galileo's Middle Finger. Enfin, elle ne parle pas que de lui, mais elle parle en fait de beaucoup de cabales universitaires venant de la gauche en fait. Enfin, pour vraiment résumer rapidement les choses, Napoléon Chagnon c'était quand même quelqu'un que je considérais et que je considère toujours comme un maître intellectuel, et c'est un type qui en 2002, alors qu'il était en plein dans cette cabale universitaire, on l'a carrément accusé d'avoir fomenté un génocide d'Indiens, donc les Indiens, les Yanomamo, le peuple qui était sa spécialité en Amazonie, voilà, de les avoir tués soit avec des vaccins frelatés, soit en leur donnant des armes pour qu'ils s'entretuent. Donc ça a été complètement faux. Ça a mis quasiment 10 ans. Il a mis quasiment 10 ans à être réhabilité, notamment par Alice Dreger dans Science. Bref, tout ça pour dire que voilà, pour finir là-dessus, donc c'était un chercheur que je voulais suivre ses pages. Je lui avais écrit dans les années 2000 pour lui dire comment est-ce que je fais pour devenir comme vous. Il m'avait répondu mais écoute, toi en France, si tu veux parler des comment dire, justement de la lecture darwinienne des comportements humains, tu vois moi ce qu'ils m'ont fait, alors que moi je suis un énorme ponte. Et toi, en France, t'es morte avant d'être née, donc barre-toi le plus vite possible de l'université, quoi. Oui, mais alors ça, c'est intéressant. Ça me fait penser à ce qu'a écrit Jonathan Rauch, qui est un journaliste américain sur le sujet, alors qui a écrit un livre en 1993 que tu m'as indiqué, voilà, Kindly Inquisitors, donc Gentils Inquisiteurs, et qui vient d'en sortir un autre qui s'appelle La Constitution de la connaissance. Et je l'avais interviewé quand ce livre est sorti, et c'est vrai que lui, son analyse, c'était aussi de dire qu'il y a toujours eu un combat dans le monde des idées entre le purisme et le pluralisme, et je trouvais cette façon de le dire assez clairvoyante. Ouais, c'est parfait. C'est un résumé qui me va parfaitement. Eh bien, nous qui sommes du côté du pluralisme, enfin je l'espère, nous allons passer à nos chères contrariétés. Donc ma contrariété, elle est née en fait d'un communiqué de presse que j'ai lu aujourd'hui, au jour de notre enregistrement, donc c'est le 15 décembre, qui est un communiqué de presse du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Donc c'est un syndicat de médecins qui est présidé par Jérôme Marty, donc qui dans son communiqué appelle tout simplement à la démission de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi, te demandes-tu? Bah oui, pourquoi, pardon, faut que je fasse la relance. Pourquoi vous demandez-vous, nos chers auditeurs. Donc il cite Jean-Michel Blanquer qui, hier, donc le 14 décembre, à l'Assemblée nationale, a rappelé l'importance de l'aération des classes afin d'éviter les contaminations en lien avec un virus aérosolisé, donc on parle évidemment du Covid-19. Et donc ce Blanquer a déclaré qu'il a toujours été pour les détecteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Mais c'est là, en fait, que le syndicat de l'Union française pour une médecine libre fait sa grosse colère. C'est qu'il rappelle, donc je les cite, que nous, membres du collectif du côté de la science, nous avions participé à l'élaboration d'un protocole de protection de l'environnement scolaire publié en juillet 2020. Celui-ci montrait toute l'importance de l'aération en lien avec le fait que l'aérosolisation virale est le principal mode de contamination de la Covid-19. Or, depuis, très peu de choses ont été faites, il le souligne dans les écoles de France. Il cite de nombreux instituteurs et professeurs qui nous le prouvent chaque jour. Plus d'1 an et demi est passé, les audits de capacité à aérer dans les classes n'ont quasi pas été faits, très peu de fenêtres ont été changées, etc. Très peu de milieux scolaires ont été fournis en détecteurs de CO2, les purificateurs d'air n'existent qu'à dose homéopathique.
Monsieur Blanquer n'a strictement rien fait pour améliorer cette situation et l'aération n'a jamais été, hormis depuis quelques semaines, au centre des gestes barrières. Et là, coup de grâce, cet atermoiement est coupable devant les déclarations que nous jugeons scandaleuses au regard du retard pris et de la mise en danger occasionnée par celui-ci. L'UFMLS demande la démission du ministre de l'Éducation nationale. Donc en fait, le constat est pas complètement faux non plus, tout à fait. C'est pour ça pour le coup c'est une contrariété. C'est comment dire. En fait c'est pas le communiqué qui me contrarie, c'est la situation qu'il décrit. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le fait est que voilà que je suis assez d'accord avec ça, même si voilà, l'appel à la démission, je sais pas trop ce que ça pourrait changer si le prochain ministre continue sur cette lancée. Mais voilà, le fait est que oui, et je trouve qu'à une époque surtout, donc là voilà, c'est la fin d'année, c'est Noël, youpi, ho ho ho. À une époque, je pense que tu seras d'accord avec moi, où les enfants deviennent de plus en plus suspects, et voilà, même si personnellement, moi, j'ai pas d'enfants, mais je compte plus le nombre de parents qui me disent, ou alors que je vois dire sur les réseaux sociaux qu'on comprend leurs enfants pour des vecteurs de contamination atroces, qui sentent vraiment l'animosité monter contre les enfants. Voilà, en fait, c'est comme si tout avait été fait. J'avais pas remarqué. Ah d'accord, non mais c'est vrai, j'avais pas remarqué. Non, mais c'est d'accord. Voilà, en fait, c'est comme si tout avait été fait pour que les écoles restent des bouillons de culture, alors que comme le rappelle très bien ce syndicat de médecins, c'était quand même pas très sorcier d'aérer les salles de classe. Oui, c'est vrai. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression qu'on néglige toujours les remèdes à faible technologie, Totalement. les solutions de faible technologie, qu'on se concentre sur ce qui est à haute technologie. Et c'est très bien, hein, le vaccin, c'est essentiel et on a beaucoup de chance d'en avoir un, mais les petits remèdes, tu vois, de l'aération quand même, c'est pas très compliqué. Et oui, il faut acheter aussi quelques appareils, mais c'est quand même pas sorcier. Et donc c'est un petit peu c'est un petit peu étonnant. Alors ma contrariété, tu vois, elle va être encore plus courte. Parce qu'elle concerne assez simplement l'allocution du président de la République de ce soir, alors qui n'est pas encore enregistré puisque nous sommes le 15 décembre. Ce soir, le 15 décembre, Emmanuel Macron va s'exprimer pendant un long entretien sur TF1 et LCI. Pendant 2 heures. Alors, on ne sait pas si il est candidat. Enfin, évidemment, on se doute tous qu'il l'est, mais il ne l'a pas annoncé. Il ne compte pas l'annoncer, dit-on. Et alors, donc, il y a plusieurs choses qui me contrarient. Alors, c'est vraiment assez évident. Hein. C'est que s'il est candidat, ce serait peut-être bien qu'il le dise. Mais bon, ça, on l'a tellement dit, on l'a tellement entendu que ça n'a rien de très original. Et moi, ce que je trouve complètement ridicule, c'est le format, c'est-à-dire que c'est une vision tellement archaïque et paternaliste de la politique. Son émission « Où va la France ?» pour l'interrogation. Donc c'est d'une prétention. Ouais. Et puis c'est ridicule parce que pourquoi il nous dit ça maintenant ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il aurait dû faire en début de mandat ? Pourquoi à la fin ? Et puis évidemment, on se place dans cette fantastique tradition française, présidentielle, où on pense que le président a les clés de tout. Hein. Donc les clés de la Maison France, qu'il peut, et même du bateau France, qu'il peut naviguer à sa guise. Enfin, c'est complètement ridicule. Enfin, il faudrait vraiment sortir de cette vision complètement infantilisante de la politique. Où va la France ? Enfin, la France, elle va là où les Français vont. Et d'ailleurs, elle ne va nulle part, elle reste où elle est d'abord. Enfin, rien ne va dans cet intitulé. Alors, vous pourriez me dire que je suis injuste, que je juge avant d'avoir vu cette émission, et ce sera peut-être le sujet de ma première contrariété de 2022. Nous avons hâte. Eh bien, cette émission s'achève. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont suivis toute l'année. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons avec grand plaisir l'année prochaine.